BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, nous leur consacrerons la première partie de notre émission. Puis dans la deuxième partie, nous retrouverons nos critiques, Jean-Marc Daniel bien sûr, et puis Gilles Raveau qui viendront nous livrer leur coup de cœur et leur coup de gueule avant que nos deux chroniqueurs, notre bibliothécaire Stéphanie Colo, ressortent des étagères un vieux livre d'avant et que Benaouda Abdelhaim, notre globetrotter, nous fasse part de ses découvertes aux quatre coins du monde. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook et on démarre tout de suite avec nos auteurs. Allez, aujourd'hui, la librairie de l'écho vous embarque à l'usine avec deux auteurs qui plaident chacun à leur façon pour la réindustrialisation, qui pensent que c'est possible. Et oui, et donc qui nous entraînent au coin de ces réformes qu'ils espèrent, qu'ils anticipent, qu'ils recommandent pour que la France ait à nouveau des usines. Le premier de nos invités, c'est Frédéric Parra. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la fois économiste et juriste. J'ai presque envie de dire plus juriste maintenant qu'économiste. Vous êtes associé gérant du cabinet Patrick François. Et vous publiez Déclin de l'industrie française, les réformes de la dernière chance aux éditions Alizio, avec préface du professeur Olivier Pastré et postface de Philippe Varin, le président du Cercle de l'Industrie. Et puis notre deuxième invité est Charles-Édouard Ranchin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant, vous êtes spécialiste de la supply chain, comme on dit, et des achats. Et vous publiez 5 ans. 5 millions d'emplois par le Made in France aux éditions Publibook. Alors, on commence avec vous. Frédéric Parra, d'abord pour être bien clair sur le constat. Il y a une désindustrialisation au niveau mondial, mais dans ce contexte, est-ce qu'il y a en plus un problème spécifiquement français de décrochage industriel au-delà de cette tendance générale à la désindustrialisation ? Oui, je vais citer un chiffre. Nous avions un taux d'industrialisation en France en 1980 de 24%. Aujourd'hui, ce taux d'industrialisation, c'est-à-dire la part de l'industrie dans la valeur ajoutée, est tombé à 12%. Tous les pays occidentaux connaissent ce phénomène, mais la France est plus touchée que les autres. L'Allemagne est à 20%. Donc largement au-dessus, on est à 12%. Si on continue comme ça, on va finir comme l'agriculture aujourd'hui et par peser 3 ou 4% du PIB. Donc on a une vraie tendance de fond, tendance qui est plus forte que la tendance qu'on observe dans d'autres pays occidentaux et qui a des concrétisations très identifiables. Je vais vous donner juste un exemple. Je regardais le nombre de voitures qu'on produisait en 2008 en France, 2,1 millions sur le territoire français. On est passé à 1,5 million de voitures produites en France. Donc ça, c'est du concret. Autre exemple, les délocalisations qui sont liées au fait que les entreprises externalisent des pans entiers de leur chaîne de valeur. Comme elles perdent en compétitivité, le seul moyen qu'elles ont aujourd'hui, puisque l'euro ne peut pas le dévaluer, de recouvrer de la compétitivité, eh bien, elles vont délocaliser des pans entiers de leur chaîne de valeur. Et juste, pour terminer sur ce point, on a perdu 40% des usines en 30 ans, et sur les 6 dernières années, on a encore perdu 6% de nos sites de production. C'est donc une tendance qui s'accélère et qui est très inquiétante. Oui, mais alors vous citiez justement l'agriculture tout à l'heure. Est-ce que vouloir réindustrialiser, c'est pas finalement aller contre le sens de l'histoire? Est-ce que finalement ça aurait eu du sens en 1960 de dire « Oh là là, il faut qu'on fasse tout pour que l'agriculture retrouve la part qu'elle avait dans le PIB en 1920 », non? Alors non, parce que je crois qu'il faut peut-être écarter un petit peu ou dégager un petit peu le débat et monter d'un cran. Je crois qu'on a 3 problèmes majeurs en France. On a un problème qui est lié à ce que les économistes appellent la stagnation séculaire. Ça veut dire, vous connaissez l'économiste Gordon qui nous dit qu'on a eu une croissance forte après-guerre et c'était une croissance qui était un peu artificielle parce que elle était poussée notamment par le rattrapage, la reconstruction et ultérieurement par la dette. Aujourd'hui, il n'y a plus de croissance. On revient à un phénomène normal de décroissance ou de croissance molle. Parce qu'on a moins de gains de productivité aussi. Parce que les gains de productivité se réduisent, parce que la productivité globale des facteurs s'amenuise. Et aujourd'hui, donc c'est très inquiétant, nous dit Gordon, on va rentrer dans un monde sans croissance. Donc le seul moyen de faire de la croissance, c'est d'innover.
sinon il n'y a pas de croissance. Et donc le problème, c'est que innover, c'est de plus en plus difficile. Chaque fois qu'on trouve des molécules nouvelles, il faut investir des sommes encore plus élevées pour trouver de nouvelles molécules. Quand on trouve un puits de pétrole, il faut aujourd'hui beaucoup plus de capital. Donc on a un vrai souci d'innovation et c'est ça qui portera la croissance à long terme. Et on a un deuxième problème, je vais quand même le citer, c'est la dette. On a, en France, mais dans d'autres pays bien sûr, un amoncellement de dettes. Je vais vous donner juste deux chiffres. Au niveau mondial, on a 200 000 milliards de dettes. La dette mondiale s'est appréciée depuis la crise de 2008 de 70 000 milliards de dollars. Et en France, on a 2 000 milliards de dettes, ça vous le savez, plus 2 000 hors bilan. Donc on serait à 4 000 milliards de dettes. Donc si je vous suis bien... fardeau de dette, comment faire, c'est la thèse du livre, comment arriver à se réindustrialiser dans un monde où il n'y a plus de croissance et pour lequel il faut innover pour faire de la croissance et dans lequel on a un fardeau de dette extraordinairement important. Donc c'est ça, si je vous suis bien, l'idée c'est de dire la seule façon de réussir à rembourser l'énorme montagne de dettes, c'est de faire de la croissance, de créer de la richesse. Et le meilleur moyen de créer de la richesse, c'est de réindustrialiser notre économie parce que toute la chaîne de valeur, l'effet d'entraînement de l'industrie sur l'économie est supérieur à celui des services finalement. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est une réponse partielle que vous faites. Effectivement, la croissance va aider à rembourser la dette, mais c'est pas le seul levier. On peut le faire aussi par l'inflation, on peut le faire aussi par l'Europe, notamment par le fait de mutualiser les dettes. C'est aussi une proposition qui est faite par un certain nombre d'économistes. Vous receviez M. Stiglitz, c'est une de ces propositions. Donc on sait comment effacer les dettes via le bilan, la monétisation, via la création d'un fonds en Europe qui lèverait de la dette au-delà de 60% du PIB pour alléger le fardeau de la dette. Donc tout ça, on le sait le faire. L'industrie peut aider, mais l'industrie ne fera pas à elle seule ce travail d'allègement de la dette. On a un fardeau de dette, on a des moyens techniques pour le faire disparaître, mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'aura pas de compétitivité mondiale avec notre système social très généreux sur le dos. Si on n'a pas une industrie puissante. Si on n'a pas une industrie puissante. Alors ok, il faut réindustrialiser, mais est-ce que c'est encore possible ? C'est l'objectif du livre. C'est possible à deux conditions. D'abord, de prendre conscience que on a devant nous un potentiel extraordinairement important des nouvelles technologies. Je lisais une étude récente d'un cabinet de conseil qui estimait sur les 20 prochaines années, entre 2020 et 2030, à 1000 milliards de valeur ajoutée en Europe du fait de ces nouvelles technologies de l'information, du numérique notamment, et de toutes les nouvelles technologies, la nanotechnologie, la biologie moléculaire, etc. Donc énormément de valeurs potentielles pour nous, donc prendre conscience de ça, et puis deuxièmement, mettre en place des réformes qui vont permettre à la France de mettre en adéquation son économie et ses institutions avec le monde de demain. Et la thèse du livre, c'est de dire qu'en mettant en place cette réforme simultanée, on peut arriver à faire de la France un grand pays industriel au sujet de la nouvelle révolution industrielle qui arrive. Alors, parmi ces réformes, il y en a que j'ai envie de qualifier de classiques, qui concernent l'environnement fiscal, réglementaire. Vous voulez qu'effectivement on baisse l'impôt sur les sociétés, que la fiscalité du capital soit plus encourageante pour l'investissement, que la protection sociale soit mieux répartie, etc. Bon, tout ça c'est un peu des points de passage obligés, mais c'est classique. Moi, je voudrais qu'on revienne sur les propositions spécifiques que vous faites en matière industrielle. Par exemple, est-ce que c'est à l'État d'être le chef d'orchestre de la réindustrialisation dans un monde de rupture? J'ai compté le nombre de rapports qu'on avait eus sur l'avenir de l'industrie. Ne serait-ce que sous François Hollande, vous avez les 34 filières de Jean-Marc Ayrault, vous avez eu Anne Lauvergeon qui a fait... Il y a presque un plan tous les ans, mais qui peut savoir ce qu'on saura demain? Vous l'avez dit, on est dans un monde de rupture. Oui, parce que ces plans ne sont pas cohérents. Et quand l'État prend des mesures, il prend immédiatement des contre-mesures. Il faut savoir que, on a eu ces discussions avec Philippe Varin, le président du Cercle de l'Industrie, justement. Il faut savoir que l'État, ou on va dire la haute fonction publique, ou les politiques, disons, ont longtemps dénigré l'industrie. L'industrie a longtemps été dénigrée parce qu'on a considéré que l'apprentissage était dévalorisé, devait être dévalorisé, c'était secondaire. Il faut savoir aussi qu'on a à augmenter les contraintes réglementaires, fiscales, sociales qui pèsent sur l'industrie. En tant qu'avocat fiscaliste, j'ai pu découvrir, par exemple, chose qui va vous surprendre, que les taxes foncières, ce qu'on appelle la CFE, l'ancienne taxe professionnelle, sont aujourd'hui beaucoup plus lourdes
sur les sites industriels que concernant les locaux commerciaux. Je ne sais pas si vous le savez. Donc, on a pénalisé l'industrie fiscalement et également par des contraintes qui sont trop fortes. Donc, quand je dis l'État stratège, l'État doit commencer déjà par mettre de la cohérence dans ses positions. Quand il crée le CICE et qu'il limite finalement la réduction, le crédit d'impôt à 2,5 fois le SMIC, il fait bénéficier du crédit d'impôt la grande distribution, la restauration, un certain nombre de commerces, mais la poste, etc., mais pas l'industrie, parce que dans l'industrie vous avez des agents de maîtrise, vous avez des ingénieurs, et ce sont des gens qui ont des revenus généralement supérieurs à 2,5 fois le SMIC. Donc quand je dis État stratège, ça veut dire qu'il faut que l'État se donne une vision claire avec des objectifs précis, et je le propose ici, un commissariat à la réindustrialisation, pour faire de la France un grand pays industriel, non pas reconstruire l'ancienne industrie, mais celle qui arrive. Mais dont le but n'est pas de choisir arbitrairement, j'ai envie de dire, les filières qui seront les filières d'avenir. Est-ce qu'aujourd'hui, le rôle de l'État, c'est pas justement de créer un terreau tout simplement fertile? Alors, et on ne sait pas ce qu'il en sortira. Est-ce que vous auriez pu faire tous les plans d'industrialisation que vous vouliez? Vous n'auriez jamais inventé Google, vous n'auriez jamais inventé Amazon ou Facebook, par exemple. Tout à fait. Il y a deux aspects. Hein. Il y a effectivement l'État qui doit créer un écosystème favorable à l'entrepreneuriat, à l'innovation. Mais là, il faut tout changer et on revient aux 7 leviers qu'il faut activer de façon simultanée. L'État doit aussi se battre pour que l'Europe, c'est le 7e levier, protège son industrie. Alors citez-les, les 7 leviers quand même, rapidement, voilà, je ne vous ai pas laissé le faire encore. Donc un État stratège, qui évidemment prend en compte, qui se fixe des objectifs, qui fixe une politique industrielle, qui a une vision, qui la fait partager. Donc ça c'est le premier levier avec tout un tas de propositions. Le deuxième levier, il est lié à la compétitivité des entreprises. On a souvent lié la compétitivité à la baisse des coûts. Les charges sociales, c'est une partie. Il y a tout le hors-coût. Et là, vous avez la qualité, ce qui peut permettre à l'industrie de monter en gamme. La compétitivité ne se réduit pas à la baisse des charges. Et là, il y a tout un tas de propositions qui vont permettre à nos entreprises de monter en gamme. Et vous regardez le programme des présidentielles actuels, j'ai lu tous les bouquins, il y a sur le hors-coût, sur la montée en gamme, il n'y a pas grand-chose. Donc, la compétitivité ne se réduit pas à une baisse de coûts. Et nous avons des propositions qui vont permettre de rehausser la compétitivité des entreprises en intégrant le coût et le hors-coût. Rapidement, les autres leviers. Alors la fiscalité, bien sûr, la fiscalité du capital, classique. etc. La formation professionnelle et l'éducation, où là on a des résultats, on les cite, absolument catastrophiques. Et à l'aune de l'émergence des nouvelles technologies de l'information, de l'Internet 4.0, on voit pas trop, ou de l'industrie 4.0, on voit pas bien comment, avec l'école qu'on a, on va pouvoir former des personnels qualifiés. Donc la réforme de l'éducation également, la réforme de l'État. L'État, on doit aller vers une administration 4.0 plus agile, plus efficace, etc. On a plein de propositions. On a également le marché du travail, une proposition aussi pour l'alléger parce que il n'est plus adapté au monde moderne. Tout ça, vous prenez tous les programmes des candidats à la primaire de droite. Vous avez tout ça dans leur programme, quasiment sur le marché du travail, sur la fiscalité. C'est au moins le noyau dur de ces programmes. Oui, mais il y a beaucoup d'incohérences, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, on va dans un sens et on va dans l'autre. On crée le choc de simplification et puis de l'autre côté, on crée le compte pénibilité. On crée le CICE, mais il n'est pas adapté à l'industrie. On va alléger le coût du travail. C'est la proposition que font la plupart des présidentiables. Mais on ne s'occupe pas du lever de la montée en gamme. Alors, on pourrait citer plein d'exemples. Pour terminer, vous êtes favorable à ce que vous appelez un protectionnisme intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je suis pas le seul, il y a pas mal de gens qui le proposent. On voit bien que on est obligé d'accoler le mot intelligent à protectionnisme pour lui donner une espèce de respectabilité, en fait. Oui, l'un des travers de l'Europe a échoué globalement, notamment la zone euro. Je cite un chiffre dans le livre. Sur les 10 dernières années, la croissance économique des pays de la zone euro, plus 0,8. Les pays européens hors zone euro, plus 8%. Bon, donc l'Europe, et la zone euro en particulier, a échoué à protéger son industrie.
Parce que la doxa européenne, parce que l'idéologie est basée sur le libre-échange, la concurrence sans contrainte et sans entrave, etc. Ça, c'est un échec. On a organisé un énorme transfert de richesses des pays européens, notamment de la France, vers les pays émergents. Donc, on s'est fait avoir par un certain nombre de pays, on a des déficits commerciaux qui sont considérables. Donc, il faut revenir à un certain protectionnisme, c'est-à-dire, à un moment donné, négocier avec les pays pour essayer d'avoir des balances commerciales qui s'équilibrent. Ouais. Donc, et on voit que quand on veut, on peut. Oui, bien sûr, quand on veut, on peut, on a la capacité de le faire, et on ne pourra pas, c'est très important, si on met en place un certain nombre de réformes et qu'on laisse les frontières ouvertes sans contrôle et en permettant le dumping social, c'est-à-dire la concurrence de pays qui n'ont pas le même modèle social, ça ne marchera pas. Alors, Charles-Édouard Ranchin, vous citez des chiffres complètement dingues dans votre livre. Vous dites, allez, 5 millions d'emplois grâce au Made in France, c'est possible, franchement. 5 millions, c'est complètement délirant. Non, c'est pas délirant. Si on calcule les emplois qu'on peut créer directement et tous les emplois induits et indirects qui en découlent, il y a un bon nombre d'études, c'est possible. J'ai voulu ce livre scientifique et réaliste et très terrain. Moi, je suis quelqu'un de terrain. Oui, parce que vous êtes un praticien, vous êtes un spécialiste, vous avez les mains dans le cambouis de la supply chain, des achats. Donc, vous savez ce que c'est. Et votre méthode, d'ailleurs, c'est ça qui fait l'originalité de votre livre, c'est que c'est pas un livre d'économiste, c'est des recettes concrètes. C'est des recettes concrètes de l'entreprise, pour l'entreprise et l'industrie. C'est d'ailleurs comme ça qu'a écrit Philippe Laurier la préface du livre. Alors, votre démarche, est-ce que vous pouvez nous la résumer, votre philosophie? La philosophie, c'est que en étant aux achats, aujourd'hui, la terre entière s'automatise. On s'automatise pour aller plus vite, pour produire une meilleure qualité et pour produire non pas à moindre coût, mais pour avoir moins de main-d'œuvre dans l'intervention d'une production manufacturière de quelconque produit. Et cette automatisation fait quand même quelque part que le coût de la main-d'œuvre dans le produit final s'amenuise petit à petit par cette automatisation. Et la conclusion, c'est de se dire quand on est aux achats, mais si quelque part le coût de la main-d'œuvre est très diminué, quelque part dans un produit final, via une machine, quelque part, ça a plus d'importance de savoir si la machine est à Shenzhen, si elle est à Varsovie ou si elle est en région parisienne, je sais pas, à Sarcelles par exemple. Ça a plus qu'une importance le lieu où elle est, parce qu'on a réussi à rendre le coût de la main-d'œuvre dans le produit final insignifiant. Alors, vous avez une idée que je trouve vraiment intéressante. Vous dites, bon, évidemment, celui qui gagne quelque part, c'est toujours celui qui est moins-disant. Mais vous dites, il faut refuser le moins-disant standardisé pour aller vers un moins-disant personnalisé. En fait, la personnalisation de l'outil industriel, c'est qu'aujourd'hui, l'industrie manufacturière, aujourd'hui, peut s'en sortir que si elle personnalise un produit de plus en plus vite et de plus en plus compétitif pour son client. C'est le principe de l'approche. Après, il y a l'innovation qui rentre en jeu, mais le fait d'avoir des produits qui puissent accéder et répondre à une demande immédiate et à une compétitivité immédiate, c'est ça qui peut donner après un résultat de la relocalisation de l'entreprise et de compétitivité. Alors, le premier point, c'est que vous dites, d'abord, on a idéalisé les avantages de la délocalisation et on sous-estime les avantages de la relocalisation. Ah bah c'est sûr, la délocalisation, moi je l'ai vécu dans mes débuts des achats où j'achetais du Made in Taïwan. Après le Made in Taïwan, on est passé le Made in Chine. De Made in Chine, on est passé au Made in d'Europe de l'Est. Et aujourd'hui, on se dit, on va forcément trouver ailleurs ce qu'on peut, ce qui n'est pas faux. Mais encore une fois, si l'automatisation aujourd'hui que connaît le monde industriel et manufacturier, aujourd'hui, la machine, franchement, si demain elle est à Sarcelles, moi j'achèterai à Sarcelles. Je vous donne l'exemple, je parlais avec un fabricant de boîtes à chaussures qui avant, les boîtes à chaussures étaient achetées en Chine. Aujourd'hui, elles sont achetées en Espagne. Et là, je discutais avec un fabricant qui aujourd'hui a acheté des machines automatiques pour pouvoir fabriquer ces mêmes boîtes à chaussures en Vendée. Et je vous assure que le prix du papier d'une boîte à chaussures, c'est international. Après, tout dépend de son coût annexe à la machine qu'il a. Mais est-ce que ce phénomène de relocalisation, il peut vraiment prendre de l'ampleur ou est-ce que c'est quand même encore un phénomène marginal? Non, il faut... alors, c'est un marginal, c'est quand même un phénomène qui se transforme. Moi je le vois dans mes yeux. Et dans mon environnement,
le relocaliser, c'est donner une origine valorisante à un produit. Une origine valorisante à un produit, aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche. Aujourd'hui, un produit made in France aura quand même plus de valeur ajoutée à la vente sur certains marchés qu'un produit made in Chine, pour simplifier le débat. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut se battre, c'est sur le marketing et l'industrie. Alors, évidemment, quand on pense à relocaliser, l'usine qu'on va rebâtir n'aura rien à voir avec la vieille usine qu'on avait démontée et qu'on avait envoyée à l'étranger, entre guillemets. Ah bah ça c'est certain. Hein. Elle va ressembler à quoi cette nouvelle usine ? Je veux dire d'avoir 5000 ouvriers avec des petites mains, etc. dans les usines à l'époque de Ford, et on voit encore régulièrement les reportages là-dessus, c'est complètement terminé. Aujourd'hui, c'est l'usine de demain, c'est une usine qui est automatique, qui est blanche, hein, avec un sol propre, etc. On pourrait après se pique-niquer sur le sol, avec beaucoup d'innovation. Et du traitement de main-d'œuvre pour la manufacture. Mais vous allez plus loin que ça dans votre livre, parce qu'encore une fois, c'est presque un livre, c'est presque un manuel. Hein. Vous donnez des outils, et vous dites, par exemple, c'est la 4e partie de votre livre, comment on utilise les machines, les robots, comment on fait pour optimiser leur utilisation. C'est ça. En fait, tous les outils du livre, enfin, j'ai voulu un livre d'architecture. Il y a plein de graphiques, il y a plein de tableaux. Il y a plein de tableaux. Ouais. Et tout ça, en fait, c'est de se dire comment aujourd'hui on analyse notre parc industriel avec la machine qu'il a. Tous ces outils permettent de classifier, etc. Et demain, c'est de se dire comment on peut permettre à l'industrie ou à l'entreprise de pouvoir s'acquérir de nouvelles machines pour avoir une meilleure compétitivité sur un marché hyper compétitif international. Où en plus, il faut jouer, et ça je le souligne dans le livre, les accords plus ou moins dépréférentiels qu'a l'Europe avec d'autres pays sur des origines. Vous avez pas mal de points communs, hein, justement, sur le rôle de l'environnement macroéconomique, sur l'intervention de l'État, sur ce constat aussi que il y a eu une certaine forme de naïveté vis-à-vis de nos concurrents. Ouais, Frédéric Parra, vous vouliez ajouter un petit mot ? Oui, je voulais rappeler que il y a 20 ans, on nous avait vendu le mythe de l'industrie sans usine. C'est-à-dire qu'il y a des économistes et des grands chefs d'entreprise qui disaient qu'il fallait simplement se concentrer sur l'aval de la production et sur l'amont de la production, et tout le reste, on pouvait l'externaliser et le faire partir. Et on s'est aperçu aujourd'hui, et j'en parlais avec des grands spécialistes de l'industrie, on me disait que, quand vous créez un emploi, les chiffres sont de l'INSEE, quand vous créez un emploi sur un site industriel, vous générez 3 emplois. Parce qu'il y a les services, la comptabilité, etc. Il y a sur les territoires, vous générez également de l'activité. Et deuxièmement, ce qui s'est passé quand on a externalisé la production, c'est qu'on a transféré aussi des savoir-faire. Ouais. Et évidemment, les pays qui ont bénéficié de ces savoir-faire sont eux-mêmes montés en gamme. Et on se retrouve concurrencé par les pays qui étaient des sous-traitants. Donc c'est un fiasco général. Il faut relocaliser, je partage tout à fait ce point de vue, et on a des masses de création d'emplois potentielles. Mais il faut relocaliser intelligemment, encore une fois. D'où alors justement, vous avez aussi une problématique autour de l'aménagement du territoire. Ah ben ça, c'est certain, puisque quand j'ai écrit le livre, je me suis dit, on va relocaliser une industrie. Donc l'État va financer cette relocalisation par le bâti, par la machine-outil, etc. Mais aujourd'hui, quand on lit les statistiques de l'INSEE ou même de cabinets privés pour des études publiques, on se rend compte qu'aujourd'hui, là où se réinstalle l'industrie, c'est là où finalement il y a le plus d'aide et le plus d'avantages fiscaux, c'est-à-dire pas de taxes foncières pendant 3 ans, etc., etc. Moi, je me suis dit, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Si l'État finance la relocalisation d'une entreprise, il faut que l'État soit plus fort sur son interventionnisme sur le sujet. C'est-à-dire que, d'abord, il y a un état des lieux. L'industrie, de quel type de main-d'œuvre vous avez besoin ? Vous avez besoin de 150 types de main-d'œuvre A, on va l'appeler A. Eh ben moi j'ai 300 main-d'œuvre A qui sont disponibles à côté de Tourcoing. Eh ben ok, vous en proposez à côté de Tourcoing, mais vous avez besoin aussi de beaucoup d'acheminement d'eau. Eh ben à 10 km de Tourcoing, il y a un écosystème pour vous apporter ça. Voilà, ça c'est l'intensité de l'État de se dire
On relocalise en fonction de là où les gens sont formés, de là où les gens habitent, et on amène l'usine à côté des gens et on ne déplace pas les gens à côté des usines. Tout ce qui est le problème du loyer en région parisienne, par exemple, pour le porte-monnaie des gens. Alors on termine avec votre dernier point, justement sur l'aspect recrutement. Vous proposez ce qu'on appelle un contrat d'entente. Alors le contrat d'entente est très simple. Je suis l'État, vous êtes l'entreprise. Moi je dis, vous êtes l'entreprise. On a fait ensemble le travail de savoir dans quel état est votre parc industriel et vous me dites, moi j'ai besoin d'une nouvelle machine. Cette machine coûte 2 millions d'euros. Ben moi je vous dis en tant qu'État, cette machine, moi je vais vous la financer. Vous n'avez pas besoin d'hypothéquer votre maison comme font la plupart des chefs d'entreprise aujourd'hui. Moi je vous la finance, mais la contrepartie de ce financement, c'est que vous allez recruter au sein de votre entreprise une catégorie de personnes. Alors après, j'ai dans mon livre toute une équation possible imaginable de recrutement en fonction de la taille de l'entreprise, de son chiffre d'affaires, etc. Et si vous respectez le deal, c'est-à-dire le contrat d'entente, au bout de 5 ans, moi, l'État, je vous cède la machine. Donc vous, en tant qu'entrepreneur, vous vous dites, moi, au bout de 5 ans, la valeur de mon entreprise augmente, puisque la machine-outil m'appartient. Moi, l'État, je suis heureux parce que vous avez recruté des gens qui m'intéressent que vous recrutiez, j'ai moins de charges, donc ça m'augmente et les gens se permettent de travailler. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos 2 livres, Frédéric Parra. Votre livre Déclin de l'industrie française, les réformes de la dernière chance aux éditions Alizio. Et votre livre à vous, Charles-Édouard Ranchin. 5 ans, 5 millions d'emplois par le Made in France. C'est aux éditions Publibook. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'émission.